Merci à tous d'être là ce soir pour ce cercle et bienvenue. Donc pour vous présenter un peu ce que je vais faire ce soir, donc ça va être avant tout une manière de clarifier notre démarche, l'objectif de notre mouvement et notre doctrine. Voilà, c'est pas pour initier une démarche de dédiabolisation. Il n'y a aucune illusion à se faire sur la réception que nos adversaires vont avoir de ce que je vais dire ce soir. Ils s'en foutent, sauf exception. Il ne s'agit pas d'attaquer un mouvement français ou étranger non plus, mais vraiment de clarifier notre doctrine et notre combat en comparant avec une autre école, on va dire, avec laquelle on est régulièrement amalgamé à tort. Et je vais aussi essayer de vous convaincre que les différences qui nous séparent du fascisme ne sont pas cosmétiques, ne sont pas esthétiques, mais sont vraiment des différences de fond qui comptent énormément. Donc ça touche à la conception qu'on a de l'État, ça touche à la conception qu'on a de la société, à la conception même qu'on a de l'homme. Donc c'est pour ça qu'on fait ce genre de cercle. C'est pas juste par plaisir de faire de l'histoire des idées. La Royale scande « pense clair » et marche droit. Et on n'insistera jamais assez sur la nécessité de penser clair pour pouvoir marcher droit, justement. On est nationaliste, et avec Maurras, nous pensons qu'il n'y a pas de retour à la chose publique possible sans doctrine, puisque sans doctrine, pas d'action efficace, parce qu'une action qui n'est pas informée par une doctrine ou par un programme précis est une action désordonnée, donc inefficace. Et surtout, nous sommes nationalistes, donc nous avons comme vocation de nous adresser à l'ensemble de nos compatriotes, qu'ils soient neutres, indifférents, sympathisants, adversaires ou ennemis, et que cette volonté implique la clarté des intentions et la clarté du discours. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors, le plan va être assez simple. Je vais commencer par voir un petit peu avec vous les origines des confusions qui existent entre le fascisme et le nationalisme intégral. Ensuite, on fera une définition du fascisme, parce que c'est quand même l'un des termes les plus galvaudé, employé à tort et à travers, et on ne sait même pas ce que c'est finalement. Ensuite, je ferai vraiment le gros du travail qui sera d'étudier les divergences entre les deux écoles. Et je terminerai par un point sur le néofascisme, et notamment sur Casa Pound d'Italia. Voilà, j'ai consulté le programme qui est en ligne sur leur site. Il fait 16 pages, ça se lit assez vite. C'est disponible en anglais pour ceux qui ne maîtrisent pas l'italien. Donc le programme est là, et donc je m'appuierai sur ce programme pour voir si finalement le néofascisme de ces pays est un digne héritier du fascisme historique et du coup quelle divergence on a avec ce mouvement et les mouvements qui s'en inspirent éventuellement. J'ai aussi de la matière pour répondre à d'autres questions sur d'autres thèmes connexes. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, je suis là pour ça. Et en plus, je pense qu'on est plusieurs à pouvoir y répondre. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, pour commencer, la source de la confusion. Alors, il y en a deux principales sources de cette confusion. Il y a une source extérieure, ce sont nos adversaires politiques, et il y a une source intérieure, c'est des gens qui appartiennent au milieu nationaliste, qui peuvent évoluer dans nos milieux, que ce soit des sympathisants ou parfois des militants, qui, par leur comportement ou par leur légèreté, vont confirmer aux yeux du public l'amalgame qui existe entre les deux doctrines. Alors pour commencer, il y a évidemment les sources externes, donc ça remonte au 6 février 1934. À partir du 6 février 1934, la gauche socialo-communiste va adopter une stratégie qui vient de Moscou, qui est la stratégie antifasciste. C'est très simple, c'est bête comme bonjour. Il s'agit de qualifier de fascistes tous les marxismes non orthodoxes, donc tous les marxismes non soviétiques, et tous les mouvements qui s'opposent au marxisme, d'une manière ou d'une autre. Donc évidemment, après le 6 février 1934, on a commencé à parler justement d'un coup d'État fasciste, ce qui n'est absolument pas le cas. Je vous renvoie notamment aux travaux de Pierre Milza, qui, lui, ne croit pas du tout à la thèse du coup d'État fasciste. Alors c'est une stratégie qui est doublée par une historiographie, c'est-à-dire par une école historique, donc notamment incarnée par Ernst Nolte, qui considère que Maurras et l'Action française ont fondé une sorte de préfascisme dans les années 10-20. Donc on va voir en quoi c'est une surinterprétation. C'est repris en France notamment par Ziv Sternel et puis par tout un ensemble d'intellectuels. Alors Bernard-Henri Lévy évidemment, que je ne présente pas, mais aussi plus récemment lors de l'affaire Maurras, par rapport aux commémorations, Claude Escolovitch dans un article du Point, et dans un article d'une autre revue dont j'ai oublié le nom, qui parle ouvertement de Maurras comme d'une figure fasciste, ce qui est d'une très grande malhonnêteté, si ce n'est de bêtises, mais bon, je pense que c'est plus de la malhonnêteté, parce qu'il est plutôt bien informé. Donc voilà. Alors,
il y a trois petites, comment dire, il y a trois éléments qui favorisent, à leurs yeux, cet amalgame. Il y a le cercle Proudhon. Donc le cercle Proudhon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une expérience très courte qui a duré de 1912 à 1914, qui était un cercle qui était ouvert à la fois aux royalistes et aux syndicalistes révolutionnaires. Et donc, pour des gens comme Nolte, par exemple, pour Gilles Ternel, c'est la preuve que déjà, il y a l'idée du ni droite ni gauche qui va aboutir au fascisme en Italie. Ce qu'il faut savoir, en revanche, c'est que ça a été un échec. Ça a été une entreprise de courte durée qui était vue avant tout comme une machine à fabriquer des royalistes en siphonnant le syndicalisme révolutionnaire, et que ça a été un échec, puisque globalement, très peu de syndicalistes révolutionnaires ont participé au cercle, et finalement... les royalistes se sont retrouvés en vase clos. Donc ce n'est pas vraiment un élément qui corrobore l'idée que Maurras serait un préfasciste. Surtout que Maurras, en plus, n'était pas particulièrement attaché au cercle. Enfin bon, c'est un autre problème. Il y a aussi la question du racisme et de l'antisémitisme. Alors, sur ces deux points, c'est vraiment, comment dire, une malhonnêteté intellectuelle, parce que c'est oublié que ce qu'on appelle aujourd'hui racisme et antisémitisme sont deux marqueurs qui étaient quasi universels dans la pensée politique pendant très longtemps, et jusqu'à, alors pour faire très grossièrement, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais même un peu après. Et c'était le cas à gauche comme à droite. Je ne vais pas vous citer Voltaire sur les Juifs, Proudhon sur les Juifs, ou même sur d'autres communautés. Voilà, c'est assez connu. Même Jaurès, il me semble, a eu ses mots durs contre les Juifs. Donc bon, voilà. Je ne parle pas non plus de Luc Ferry et de son droit des races supérieures à civiliser. Je ne sais plus s'il dit droit ou devoir même. Enfin, c'est bon, pour vous dire. Devoir. Pour les colonies. D'accord, donc c'est un devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures. Donc bon, c'est un petit peu malhonnête d'attribuer notre appartenance au fascisme sur ces deux éléments. D'autant plus que dans le cas du fascisme et du nationalisme intégral, l'antisémitisme ne renvoie pas au même contenu politique, et que du côté de l'AF, il y a un rejet du racisme. En gros, pour vous résumer ça, Maurras est le disciple d'Auguste Comte, donc le fondateur du positivisme, et Auguste Comte est le premier à avoir critiqué le réductionnisme biologique, c'est-à-dire en gros l'idée que l'on peut expliquer l'histoire du monde et l'organisation des sociétés par tout simplement la race, quoi. Et Maurras a vivement critiqué ça. J'ai des citations que je pourrais vous livrer tout à l'heure si j'ai le temps. Enfin bon, on pourra y revenir. Et pour l'antisémitisme, il y a une distinction entre l'antisémitisme maurassien, qui est un antisémitisme politique d'État, c'est-à-dire qui vise essentiellement, et ça Stéphane Blanchonnet l'a rappelé récemment à raison, qui vise essentiellement des groupes d'influence qui mettent les intérêts d'une communauté juive avant les intérêts de la France, et non pas les juifs en tant qu'appartenant à la communauté juive, évidemment. Alors que notamment dans le nazisme, il y a un antisémitisme, dans le fascisme également, même si c'est plus tardif, alors que c'est présent directement dès l'origine chez les nazis, il y a un antisémitisme exterminationniste qui voit le juif comme un ennemi héréditaire à éliminer. Voilà, donc ce ne sont pas des éléments suffisants pour nous rattacher au fascisme, et encore moins au nazisme. Et pour ce qui est, alors je vais passer plus vite là-dessus, pour ce qui est de la confusion qui provient de nos propres milieux. Alors déjà, dans les années 30, il y a eu des écrivains qui ont été formés à l'école d'Action française, qui ont été séduits par le fascisme, donc notamment Brasillac, Rebatté, Drieux-La Rochelle, même, comment il s'appelle, Maurice Bardèche. Voilà, donc ça a pu servir de base à cette accusation. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusionnisme qui passe par manque de formation. Et puis il y a aussi des gens qui font une équation assez simpliste. Le système affiche son antifascisme. Du coup, on se dit que pour être anti-système, la meilleure chose est encore d'être fasciste. Sans vraiment savoir même ce que c'est que le fascisme, finalement. Et du coup, on se retrouve quelque part à faire le jeu de nos propres adversaires en entretenant l'image que cette confusion veut donner de notre combat, et en fait qui parasite notre discours auprès de l'opinion et nous enferme dans notre marginalité, ou ce que certains appellent à raison le ghetto faf. Voilà. Et il y a David Lépée qui a fait une conférence à Lyon récemment, et dont la vidéo est disponible en ligne et que je vous conseille, qui s'intitulait justement Sortir du ghetto. Et il a tout à fait raison. C'est une nécessité absolue. Alors du coup, je vais passer à la deuxième petite partie. Qu'est-ce que le fascisme ? À la fin, voilà, de quoi on parle ? Alors à l'origine, était fasciste le régime fondé par Benito Mussolini et au pouvoir en Italie entre octobre 1922 avec la marche sur Rome et sa destitution au milieu des années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fini par s'appliquer, à tort ou à raison, à tous les régimes autoritaires qui présentaient une tendance forte à l'étatisme et à l'exaltation de la nation. Donc le nazisme est assez proche du fascisme, mais par exemple des régimes comme le régime franquiste ont été aussi qualifiés de fascistes, alors qu'en réalité ce sont des régimes qui ne vont pas prôner un homme nouveau.
ce qui est le cas du fascisme. Et on va voir que c'est justement cette idée de l'homme nouveau qui va faire la différence. Enfin bon, peu importe. Mais voilà, tous les régimes autoritaires ont finalement été qualifiés de fascistes. Je pense notamment au régime autoritaire sud-américain. Alors, le mot lui-même vient de la formation créée par Benito Mussolini en 1919 qui s'appelait les faisceaux de combat italiens. Donc au sortir de la guerre, il y a une situation de guerre civile entre les nationalistes et les socialistes. Et donc il y a une milice qui se crée, donc notamment les Arditi de Gabriele D'Annunzio, formés essentiellement de vétérans. Donc ils se réapproprient le symbole du faisceau, qui était un symbole de souveraineté, qui est issu de la République romaine. D'ailleurs, la République française a conservé le faisceau comme symbole. C'est un symbole de souveraineté. C'était le symbole... les magistrats supérieurs romains étaient escortés par des licteurs, donc des gens qui avaient des verges de fer, des verges de bois, attachées autour d'une hache, qui symbolisaient le pouvoir suprême des magistrats qui les accompagnaient. Voilà, donc c'est pour ça que la République française, par exemple, a conservé ce symbole. Donc parenthèse fermée. Finalement, c'est devenu la milice du Parti national fasciste, fondée en 1921, et à partir de ce moment-là, on les a appelés les squadristi. Voilà. Et finalement, avec leur activisme violent, donc notamment dans une optique de lutte face aux socialistes, ils ont entretenu une certaine agitation, et ils ont fini par faire une démonstration de force le 28 octobre 1922, la fameuse marche sur Rome, à la suite de laquelle Victor Emmanuel III, donc le roi d'Italie, a appelé Mussolini pour faire un gouvernement de coalition. Et c'est à partir de ce moment-là que le fascisme s'installe progressivement. Je n'ai pas le temps de faire un retour sur l'événementiel. Je vous renvoie donc à Pierre Milza pour l'histoire universitaire. Si vous voulez une histoire un petit peu plus, dont l'historien se permet plus d'analyse personnelle, vous avez Le siècle de 1914 de Dominique Venner qui présente des analyses très intéressantes sur le fascisme, entre autres choses. Donc c'est vraiment un livre à lire, c'est assez intéressant. Et vous pouvez le coupler avec Pierre Milza, comme ça vous équilibrez. Et voilà, pour avoir un peu plus d'éclaircissement événementiel. Donc le fascisme, dès ses débuts, se caractérise par un paradoxe. Il est à la fois réaction et révolution. Réaction nationaliste et autoritaire contre les traités de 1919 et 1920, que l'Italie considère comme injustes, même si elle est dans le camp des vainqueurs. Réaction contre l'affaiblissement de l'État, réaction contre l'individualisme démocratique et libéral et face à l'agitation communiste, mais aussi révolution pour aboutir à un régime fort et à la création d'un homme nouveau. Et c'est justement cette idée-là qu'il faut vraiment que vous reteniez ce soir, c'est que cette idée d'homme nouveau est typiquement révolutionnaire, et c'est ce qui fait notre différence majeure avec la différence majeure qu'on a avec le fascisme. Alors, là je vais rentrer dans le fond du sujet. Donc il y a 3 temps de ma démonstration. Premièrement, je vais essayer de démontrer que le fascisme est une idéologie révolutionnaire face à une doctrine contre-révolutionnaire, qui est la nôtre. D'autre part, on va s'intéresser à la place de l'État et à la notion d'ordre également, puisqu'on pourrait se poser la question de savoir si le fascisme est vraiment un régime d'ordre. Et ensuite, donc nous parlerons des modes d'action politique qui sont différentes, et ensuite nous finirons par parler de Casapin. Alors, pour commencer, le fascisme diffère absolument du nationalisme intégral en tant qu'il est révolutionnaire. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la révolution de 1789 a un héritage qui est beaucoup plus vaste que la seule République française ou que le seul libéralisme à la française. Toutes les idéologies des siècles qui ont suivi prennent leurs racines dans cette révolution. Et leur point commun, c'est de vouloir créer un homme nouveau. Ça peut être l'homme fasciste pour le fascisme, ça peut être l'arien supérieur pour le nazisme, l'homo soviéticus pour le socialisme et le communisme, ou l'homme abstrait des droits de l'homme pour le libéralisme à la française, ou à l'anglaise, par exemple. Et en fait, 89, c'est l'irruption des idées et des mythes dans le combat politique. À partir de 89, la politique va cristalliser non plus des rapports de force et des intérêts, comme auparavant, mais aussi des idéologies et des mythes. Et justement, parallèlement, avec le recul de l'emprise religieuse sur les sociétés, les mythes politiques vont un peu combler l'espace laissé vide. C'est notamment une analyse de Dominique Venner, et je trouve qu'elle est assez bien vue. Et parmi ces mythes, il y a justement l'homme nouveau. Or, le fascisme mobilise ce genre de mythes. Et je vais citer sans plus tarder Benito Mussolini, qui a une phrase qui est vraiment éclairante, je cite « Nous avons créé notre mythe. Le mythe est une foi, c'est une passion. Il n'est pas nécessaire qu'il soit une réalité. C'est une réalité par le fait que c'est un cri, une espérance, une foi, un courage. » Donc là, on a vraiment tout l'aspect romantique du fascisme. Contrairement à Maurras, qui veut partir du réel pour tirer des leçons et des lois à suivre, là, Mussolini dit non, la réalité, finalement, peu importe, c'est
le réel, nous accoucherons du réel par notre seule volonté, quelque part. Et c'est très intéressant parce qu'il utilise aussi le mot de foi qui appartient au vocabulaire religieux. Or, le philosophe officiel du fascisme lui-même, donc Emilio Gentile, parle lui-même d'une religion séculière à propos du fascisme. Donc le fascisme est une religion, ce qui diffère évidemment du nationalisme intégral parce que même si on a beaucoup de maurassiens zélés, on n'a aucun maurassien religieux, qui ait un rapport religieux à la doctrine de Maurras, et heureusement d'ailleurs. Alors ce biais, on va dire, peut s'expliquer par le fait que le fascisme a été essentiellement porté par des vétérans qui estimaient, de par les sacrifices qu'ils avaient concédés pendant la Grande Guerre, jouer un rôle de régénération sociale, morale et nationale dans la paix. Et justement, cette régénération morale était confiée à un État tout-puissant qui devait être le pédagogue de la nation et garant d'une véritable religion fasciste. Dans le même temps, je vais citer Philosophie du fascisme de Palmieri. Le fascisme souligne la supériorité dans cette vie de la poésie sur la science, de l'intuition et de l'inspiration sur l'expérience et la méthode. Donc c'est le contraire inverse, c'est l'inverse total de l'empirisme organisateur de Maurras. Ce qui fait que malgré un classicisme de façade, le fascisme va exalter les racines romaines, etc., classiques, mais malgré ça, ça reste un romantisme politique. Et pour paraphraser justement de Maistre, la contre-révolution n'est pas la révolution à l'envers, mais le contraire de la révolution. Or, Gentile lui-même affirmait « La doctrine n'a pas pris de Maistre pour son prophète ». Alors, cette différence entre la référence au romantisme, qui met les passions au-dessus de la raison par rapport au classicisme qui fait l'inverse, c'est un débat qui existait dans le nationalisme français avant le fascisme. Je vous renvoie à la correspondance que Maurras a entretenue avec Barrès, qui était à la fois son maître et son rival, même si c'était une rivalité toute amicale. La jeunesse nationaliste avait vraiment deux grands maîtres, c'était Barrès et Maurras au début du XXe siècle. Il y a cette opposition entre un nationalisme qui va être romantique et un nationalisme qui va être classique, on va dire, et rationnel. Barrès, c'est la terre et les morts, c'est celui qui arrive au nationalisme par l'introspection. Voilà, il rentre en lui et il en vient par les sentiments, finalement, au patriotisme et au nationalisme. Maurras, c'est le contraire. Alors, non pas que dans le nationalisme, il n'y ait en rien de sentimental, d'attachement à la nation. Évidemment, il y a toujours cette part-là, puisque la patrie, il y a les patries charnelles, etc. Mais pour lui, on ne peut pas fonder un combat politique uniquement sur ça, sur l'affect. Il faut le faire à partir d'une doctrine fondée sur la raison. Voilà, donc c'est vraiment un débat que Maurras avait, entre guillemets, réglé dès avant l'existence du fascisme, enfin réglé de son point de vue, et il avait notamment dit, je cite, « Le romantisme n'est qu'une suite littéraire, philosophique et morale de la Révolution ». Et comme Maurras se construit vraiment par opposition à la Révolution, il ne peut pas y avoir de romantisme. Donc il en résulte que si le fascisme est romantique, le fascisme va développer son propre mythe de la révolution permanente. La révolution permanente, ça vous fait penser à quoi, vous ? Comme doctrine politique. Trotsky. Exactement. La révolution permanente, c'est Trotsky. Mais les fascistes eux-mêmes parlent de cette révolution permanente. Émile Ludwig, dans ses conversations avec Mussolini, dit « Nous devons parler de révolution permanente parce que l'expression exerce une influence mystique, donc on retrouve le vocabulaire religieux, sur les masses. » Et Dominique Vénère donc résume cette conception de la révolution permanente ainsi, je cite, « Il est entendu, en effet, que le but à atteindre, l'homme nouveau de l'avenir, est un idéal quasi inaccessible, toujours à reprendre, à réveiller, impliquant un combat incessant. » Donc finalement, ça pousse le fascisme à un renouvellement constant de sa radicalité, puisqu'il tend vers la création d'un homme nouveau dont la nature n'est jamais arrêtée. Donc finalement, c'est une espèce de fuite en avant qu'on peut retrouver dans l'idéologie du progrès, tout bêtement, et cet impératif, finalement, rentre en contradiction avec la réalité et les conditions concrètes de la pratique du pouvoir. Puisque la pratique du pouvoir, c'est pas constamment renouveler son programme, c'est pas constamment renouveler sa vision du monde et son projet. Il y a un moment où il faut composer avec le réel. D'ailleurs, Mussolini a été obligé de le faire. Et justement, il a été souvent en opposition avec sa base, qui elle voulait aller toujours plus loin. Et je vous renvoie encore une fois à Dominique Vénère pour l'événementiel, qui illustre cette chose-là. Puis il y a aussi une contradiction, notamment avec la figure du chef. Le fascisme était porté par un chef charismatique, dont on exaltait la jeunesse, la vigueur physique, etc. Il y a un moment où, fatalement, il allait passer la barre des je ne sais pas combien d'années, et donc il n'allait plus pouvoir jouer sur cet aspect-là. Et ça aurait aussi posé une autre question, bien plus problématique, celle de la succession. Et là, on va rejoindre le débat sur l'hérédité, j'en parlerai un peu plus tard. Donc en fait, le fascisme n'est pas vraiment une doctrine, bien que certains penseurs fascistes aient voulu le doter d'une doctrine, mais plus une idéologie, c'est-à-dire qu'on va partir des idées et on va essayer de les appliquer à la réalité.
Donc c'est vraiment ce qui constitue notre différence fondamentale avec le nationalisme intégral, l'opposition du nationalisme intégral avec le fascisme, c'est que Maurras, au contraire, essaie de fonder une doctrine politique, partir du réel, de l'expérience passée et de l'expérience présente, pour en tirer des règles et ensuite agir sur le réel. Donc, je pense que vous avez déjà eu des cercles sur le nationalisme intégral, donc je vais passer rapidement sur ce que c'est. Le projet du nationalisme intégral, c'est une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. Le nationalisme intégral repose sur une anthropologie qui est la politique naturelle, c'est-à-dire l'idée que la nature sociale de l'homme repose sur, certes, l'inégalité et la hiérarchie, mais aussi sur la collaboration et la solidarité, entre les hommes, et que cette nature sociale, c'est une chose qui peut connaître des variations géographiques et chronologiques, mais qui, globalement, n'est pas vouée à évoluer. On ne peut pas faire changer l'homme en société, et surtout, on ne doit pas chercher à le faire. Ça repose également sur une méthode qui est l'empirisme organisateur, donc je l'ai déjà plus ou moins dit, le fait de s'appuyer sur l'expérience historique et la raison pour en tirer des principes vrais pour le présent. Donc on pourrait en dire plus, mais j'essaie d'aller vite. Et aussi la défense de la raison classique, donc maîtrise des passions par la raison, contre le romantisme qui, lui, va prôner l'exaltation des mouvements secrets de la conscience, des passions individuelles. Donc il y a aussi le fait que le nationalisme intégral n'est pas impérialiste, contrairement au fascisme, qui a eu une politique impérialiste notamment à partir des années 30. Il y avait une idée de vouloir reconstruire l'Empire romain, quelque chose d'assez fantasmagorique. Maurras, au contraire, par exemple, était dès le départ plutôt opposé à l'expansion coloniale, notamment parce qu'il fallait récupérer à l'époque les provinces perdues en France, en métropole. Mais il n'y a pas de... Chez Maurras, la nation française a certes un poids dans le monde, un rôle, une importance à part, mais elle n'a pas vocation à exporter un modèle, elle n'a pas vocation à civiliser qui que ce soit, elle a vocation à rester elle-même et à faire vivre son peuple, tout simplement. Alors que chez les fascistes, on va retrouver quelque chose qu'on retrouve notamment chez les socialistes, c'est-à-dire une sorte d'internationalisme. La nation qui a vu naître le fascisme ou le socialisme a pour but de répandre ces idéologies dans d'autres pays, dans d'autres États. Voilà. Et justement, en parlant d'État, on va passer au deuxième temps de ces différences, qui est justement la place de l'État. Donc je l'ai suggéré précédemment. Chez les fascistes, l'État a un but qui est de faire naître la nation, un rôle quasiment pédagogique. Et pas que pédagogique d'ailleurs, ça peut aller beaucoup plus loin. L'État est le principal acteur de la révolution fasciste. C'est l'accoucheur de la nation. Et c'est pour ça qu'il est totalitaire, c'est-à-dire qu'il va essayer d'embrasser la totalité des aspects de la vie sociale. En gros, encadrer l'individu du berceau à la tombe, et parfois même au-delà. Et c'est un peu ce que symbolise le faisceau finalement, c'est-à-dire l'unité d'un peuple autour du chef, donc le duce, mais aussi autour de l'État, qui doit, on va dire, faire disparaître les divisions en son sein. Et donc ça confine à la statolatrie. Donc, dans un discours de 1927 à la Chambre des députés, Mussolini clamait « Tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État ». Et dans le même temps, son ministre de la Justice, donc Alfredo Rocco, disait « Tous les droits individuels sont des concessions de l'État faites dans l'intérêt de la société ». Donc finalement, ce que l'on voit, c'est que chez les fascistes, l'État est presque antérieur à la société. Ce que Maurras réfute complètement, et avec raison évidemment. Également, Maurras ne fait pas reposer l'État sur la mobilisation des masses. Alors que Mussolini, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, la mystique qui mobilise les masses, même si le fascisme est antidémocratique, en fait, il est antidémocratique dans le sens où il va s'opposer au mode électif. En revanche, il est démocratique dans le sens où il va s'appuyer sur les masses. Alors que la monarchie ne repose pas sur l'adhésion des masses, puisque la monarchie est censée être au-dessus des opinions individuelles et des mouvements... Et la monarchie suppose également qu'il n'y ait pas de masse, parce que justement, le peuple est massifié quand il n'y a plus que des individus. Alors ça, c'est un autre... c'est vrai que ça aussi, je n'avais pas prévu d'en parler, mais dans les sociétés du type monarchie décentralisée, il y a les personnes qui existent au sein de familles, au sein de communes, de corps de métiers, de corps d'associations religieuses, de communautés diverses et variées, d'associations, que sais-je. Et donc, voilà, c'est corporatiste, il y a des corps. Dans une société post-1789 et dans une société démocratique, il y a l'individu et le grand tout de l'État, et finalement, il y a la masse des individus atomisés, parce que la Révolution détruit les corps intermédiaires, donc le décret d'Allard, la loi Le Chapelier, etc., l'abolition des privilèges, qui en fait était aussi l'abolition de ces corps constitués, qui constituent en fait un intermédiaire entre tout simplement vous, voilà, l'individu lambda,
et le grand tout. Voilà. Il y a une vie intermédiaire qui fait que finalement il y a une certaine harmonie. Dans le fascisme et dans les régimes en fait issus de 89 idéologiquement, il y a la masse, et la masse est mobilisée par la propagande, par l'encadrement de l'État. Et c'est pour ça que Mussolini disait, je cite, « Le fascisme est une démocratie organisée, concentrée, autoritaire, mais reposant sur une base nationale. » Donc finalement, ça reste un régime quelque part démocratique puisqu'il mobilise les masses et que finalement il garde aussi la notion de parti. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un parti, c'est le Parti national fasciste, mais il reste un parti. Or, on le verra plus loin, Maurras récuse toute idée de parti, et notamment l'idée qu'il y a un parti royaliste, c'est un oxymore. Donc Maurras, évidemment, a beaucoup critiqué le fascisme dès les années 30, dès les années 20-30. Je cite, « Quand l'État devient tout, l'État n'est plus rien ». Et surtout parce que l'État, dans le fascisme, est l'outil d'un volontarisme politique, d'une volonté politique. Or, qui doit créer une société. Or, pour Maurras, qui est un disciple à la fois de saint Thomas d'Aquin, lui-même disciple d'Aristote, il y a la société qui se dote d'un État. L'État est un fonctionnaire de la société, c'est l'expression qu'il emploie. L'État n'est que l'outil d'un peuple qui lui permet de se défendre, de vivre et de se perpétuer dans l'histoire. C'est pour ça que la monarchie maurassienne est décentralisée. Et que dans le royalisme d'Action française, le royalisme est l'aboutissement, le moyen du nationalisme. C'est l'aboutissement du bien de la nation. Donc, je vais citer Maurras qui exprime cela beaucoup mieux que moi. L'État et la société sont deux choses distinctes. La société commence à la famille, sa première unité. Elle se continue dans la commune, l'association professionnelle et confessionnelle, la variété infinie des groupes, corps, compagnies et communautés, faute de quoi toute vie humaine dépérirait. L'État n'est qu'un organe indispensable et primordial de la société. L'État, quel qu'il soit, est le fonctionnaire de la société. Donc c'est ce qu'il explique dans Mes idées politiques en 1937. Et il réagit même au slogan mussolinien lui-même, tout par l'État et en dehors de l'État. Même en confondant l'État et nation, État et société, il y a dans la vie des personnes humaines quelque chose qui échappe en soi. Quelque grande part que l'État, ainsi compris, puisse prendre à l'engendrer, à la défendre ou à la soutenir, cette valeur existe en fait. Il est aussi vain de prétendre qu'elle n'est rien que d'y sacrifier tout le reste. Donc il est important de fortifier l'État, mais il ne faut pas que l'État sorte de ses prérogatives, c'est le mot que je cherchais, de ses prérogatives régaliennes exclusives. Donc justice, battre monnaie, défense des frontières, etc. Et en fait, c'est l'objection qu'il y a dans le thomisme et dans l'aristotélisme, c'est l'idée qu'un bien qui se prend pour l'unique nécessaire devient un mal. C'est-à-dire que dans la conception qu'on a de la cité, une chose qui est bonne pour la cité, qui finit par prendre tellement d'importance qu'elle nie les autres biens, devient un mal. Ici, clairement, c'est l'État qui prend tellement d'importance qu'il empêche le développement d'un autre bien, qui sont les libertés. Et je parle bien de liberté au pluriel, et pas de la liberté abstraite des révolutionnaires, qui est une liberté sans contenu et sans fin, sans finalité plutôt, alors que les libertés, ce sont tout simplement les droits concrets que l'on a en fonction de son métier, en fonction de sa fonction de son âge, en fonction de sa place dans la société, etc. Donc en gros, l'idée c'est que sans la défense des libertés, un État fort, c'est quelque chose d'étouffant. Et alors petit détail qui est assez cocasse, en 1934, vous avez un juriste nazi, Ernst Rudolf Huber, donc retenez pas le nom parce que c'est quelqu'un de plutôt obscur, je pense, qui a publié une classification des types d'États. Et en fait, dans cette classification, l'État maurassien était mentionné, mais dans la catégorie des États non fascistes. Donc on voit que même du côté justement des fascistes, il y a une conscience que Maurras est en dehors de leur propre conception. Et Mussolini lui-même d'ailleurs a été très critique envers Maurras. Alors cette diverse... Maurras a été critique envers des aspects de la doctrine de Mussolini, mais il n'a pas été... alors justement, j'avais prévu d'en parler un peu plus tard. En fait, Maurras n'a pas critiqué le fascisme dans l'absolu en tant que tel, déjà parce qu'il considérait que ce n'était pas son rôle de... pour lui, il n'y a pas un type de nationalisme et un type d'organisation qui soit applicable partout. Donc il voyait qu'en Italie, il y avait eu le fascisme qui était apparu, il en tenait compte. Il a aussi vu que dans les 10 premières années, le fascisme avait eu des résultats concrets assez probants, avant de tomber dans une fuite en avant à partir des années 30. Donc lui, il a admiré chez Mussolini l'homme d'ordre qui a su prendre le pouvoir et faire appliquer un programme. Mais il a toujours été très critique, c'est ce que montrent les citations que j'ai faites, du fascisme en lui-même et de ses insuffisances notamment.
Donc, il n'y a pas de... Comment dire, il pouvait admirer l'homme, Mussolini, mais pas forcément la doctrine qu'il a mise en place. Mais effectivement, Mussolini était peut-être plus virulent à l'encontre de Maurras que Maurras à l'encontre de Mussolini. Ça, c'est tout à fait vrai. Et donc, donc, des différences de conception de l'État qui vont aussi de pair avec une différence de conception de la nation. Nationalisme, ça peut regrouper des réalités très diverses. Un nationaliste républicain ou un patriote républicain, bonapartiste, césariste, ce que vous voulez en France, ne va pas voir la nation de la même manière que nous. Parce que pour Maurras, la nation est un héritage qui est plus que matériel, qui est aussi moral, spirituel, mais surtout qui est un héritage, qui ne se choisit pas. La nation est ce qu'elle est, elle est le produit d'une histoire, et ce n'est pas nos aspirations à ce que devrait être la France qui vont faire ce qu'est la France. Le fascisme, au contraire, conçoit la nation comme un devenir de puissance. Et c'est assez proche notamment de la conception républicaine de la nation qui repose sur le contrat social, c'est que finalement, la nation, c'est le fruit d'une convention, donc aussi d'un volontarisme politique. Et donc, la nation, c'est ce qu'on va en faire, c'est un projet finalement qui peut être le fruit d'une volonté politique. Et donc la nation est créée par l'État. Mussolini dit que l'État donne au peuple conscience de sa propre unité morale, volonté et par conséquent existence effective. C'est assez proche de la thèse des Jacobins qui disent que finalement la France commence à exister avec l'apparition de l'État-nation jacobin avec la Révolution. Alors qu'en réalité, la nation française a une existence qui est beaucoup plus diffuse dans le temps et qui remonte bien plus loin. Sans remonter aux Gaulois, quand même, il y a une France avant la Révolution. Je vous apprends rien ce soir. Et c'est aussi oublier que d'autres doctrines ou théories politiques qui ne sont pas nationalistes ont su réveiller un sentiment national quand le besoin s'en faisait sentir. Alors je pense notamment au communisme, quand les Allemands assiégeaient Moscou, Staline a très vite su faire un discours en évoquant Alexandre Nevsky, en évoquant Kutuzov, donc le maréchal qui avait lutté contre Napoléon, en réveillant la fibre patriotique russe. Donc c'est pas parce qu'il y a un discours patriotard ou patriotique ou même nationaliste qu'il y a une conception cohérente de la nation derrière. C'est ce que Axel Tisserand appelle le patriotisme conditionnel. Oui, la France, patrie des droits de l'homme, mais pas la France réelle, pas la France qui peut comporter en son sein des gens qui n'en ont rien à faire des droits de l'homme, tout bêtement. Et je vais citer Pierre Drieux-La Rochelle, qui en fait résume bien que dans le fascisme, ce qui est premier, c'est la révolution fasciste et l'État avant la nation. Le nationalisme est l'axe de l'activité fasciste. Un axe, ce n'est pas un but. Ce qui importe pour le fascisme, c'est la révolution sociale, la marche lente, effacée, détournée, selon les possibilités européennes, au socialisme. Non seulement le nationalisme n'est qu'un prétexte, mais ce n'est aussi qu'un moment dans l'évolution sociale du fascisme. Aucun maurassien ne peut sortir un truc pareil. C'est pas possible. Alors, ça nous fait poser une question, finalement. Est-ce que le fascisme est un vrai régime d'ordre ? Et ça nous pose une autre question qui est fondamentale, c'est qu'est-ce qu'un ordre juste et qu'est-ce qu'un véritable ordre, finalement ? Pierre Debray, qui a écrit donc une étude que vous pouvez trouver en PDF sur Internet, vous tapez Pierre Debray, fascisme, vous devez tomber dessus, qui est très intéressante et sur laquelle je me suis allègrement reposé pour faire ce cercle, dit « L'ordre fasciste n'est pas fondé sur l'harmonie naturelle des groupes humains, mais sur un encadrement totalitaire qui impose à la nation la discipline toute extérieure de l'organisation industrielle telle que la conçoit le système Taylor. » Donc en fait, d'un côté, vous avez une conception de l'ordre qui va être celle du principe de subsidiarité. Donc les sociétés sont un ensemble d'ordres et de groupes qui ont une histoire particulière et un rapport particulier les uns avec les autres et qui ont une certaine latitude par rapport au pouvoir central. Donc ça, c'est l'ordre maurassien, c'est l'ordre aristotélicien, thomiste, etc. Et vous avez de l'autre côté un ordre qui est artificiel parce qu'il est reposé essentiellement sur la contrainte et l'encadrement d'un État totalitaire. Et c'est ce qui fait, par exemple, que on a deux doctrines qui vont être corporatistes, mais dans lesquelles le contenu du corporatisme est complètement différent à chaque fois. Chez les fascistes, la corporation, c'est un rouage politique de l'État, c'est obligatoire. Les pouvoirs et les structures sont déterminés par l'État et finalement peut être organisé en corporation à peu près tout. Et la corporation est avant tout un outil et un relais de l'État fasciste. Au contraire, chez Maurras, la corporation est une association, elle est facultative,
on n'est pas obligé. Ça marche pas ça. Historiquement, c'est pas comme ça. Mais dans la le... corporation, elle est obligatoire. Mais elle est autonome. Alors, elle est autonome. Alors, ce que je veux dire, c'est que... Autonome. Mais, oui. elle est obligatoire. Si la corporation n'est pas obligatoire, il n'est absolument pas possible de lui donner la possibilité d'organiser le marché, la production. Ouais. C'est ça. Oui. Sinon, à ce moment-là, vous transformez un syndicat. Ouais, sauf qu'il se trouve qu'en fait, dans l'Ancien Régime, il y avait des métiers qui n'étaient pas organisés sous le modèle de la corporation. Presque tous. Mais oui, une majorité. Mais c'est pour dire que c'est pas l'État qui va susciter la création des corporations. Il y a des corporations qui existent. Non, l'obligation ne vient pas de l'État. Voilà, elle vient exactement. Des corporations elles-mêmes. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est une espèce d'organisation spontanéiste et associée, enfin, très proudhonienne. Et très ancienne, oui, tout à fait. Donc voilà, elle n'est pas suscitée par l'État. Ses pouvoirs et ses structures sont bien tout simplement définis par les intéressés. Donc ce sont les corps qui se donnent des règlements de manière collégiale. Et ils désignent leurs propres dirigeants. Et surtout, les corporations se limitent au domaine professionnel. Il y a d'autres types de communautés pour d'autres types de groupes, mais la corporation n'a pas vocation à s'occuper de tous les domaines de la vie sociale. Voilà, au contraire. Et elle a pour but, je cite, de soustraire le domaine social aux passions et aux intérêts de la politique. Voilà. Ce qui permet la négociation plutôt que l'affrontement direct, et surtout de ne pas mêler le milieu du travail aux passions électoralistes et partisanes. Ce qui peut avoir quand même son avantage pour tout le monde. De même, dans le fascisme, le facteur d'ordre, donc c'est l'État totalitaire, mais c'est aussi le charisme d'un homme qui va être le leader, donc le Duce, donc en la personne de Mussolini, mais ça marche aussi avec Hitler en Allemagne. Et Hitler, c'est même encore plus poussé, c'est-à-dire qu'en fait, en Allemagne, vous n'avez pas un État avec à sa tête Adolf Hitler, vous avez Adolf Hitler, et en cercle concentrique autour, vous avez un semblant d'État, en fait. Enfin, un État très totalitaire, mais oui, mais voilà, tout tourne autour d'Adolf Hitler, en fait. C'est quelque chose de très particulier. Alors que le fascisme a été en partie parfois assez indépendant de Mussolini. Il a dû composer avec des parties de son parti, justement, qui étaient plus radicales et qui parfois ne le suivaient pas. Donc, bon. C'est pas que l'Italie, je pense. C'est aussi qu'il y a aussi le fait qu'il n'a pas pu imposer un régime fasciste directement comme ça. Il a dû composer avec une réalité qui était déjà présente, et notamment la réalité monarchique, en fait. C'est bon, après, voilà. Et en fait, ce que Maurras... je vais vous citer un passage de Enquête sur la monarchie. Donc, c'est écrit avant l'existence du fascisme. Mais Maurras avait déjà pensé à la question. C'est-à-dire qu'en fait, le leader fasciste repose finalement sur l'adhésion des masses. Alors, certes, des masses qui vont être travaillées par la propagande, mais qui vont peser, en fait, sur sa légitimité. Et c'est là qu'on va trouver une autre différence avec ce que nous prenons chez nous, c'est-à-dire que au lieu d'avoir l'adhésion des masses, la légitimité du roi va reposer en partie sur l'hérédité. Alors, Maurras prend le cas, par exemple, de ce qu'on pourrait appeler un État césarien, fasciste. Je cite. « Allons tout droit à l'essentiel. Je suppose le dictateur un honnête homme, donc il prend l'exemple de Déroulède, peu importe. Ce dictateur vient d'être plébiscité. Quelle sera sa politique ? S'il songe à sa réélection, il est intéressé à devenir le serviteur des passions populaires et des erreurs du nombre, donc de l'opinion. Mais s'il n'y songe pas, il s'expose à être remplacé par quelques flagorneurs de ses erreurs et de ses passions, donc un démagogue, voilà, maîtresse ordinaire du peuple souverain, voilà, donc l'opinion. S'il y songe, il perd le pays. S'il n'y songe pas, il perd le pouvoir, et des compétiteurs indignes se chargeront de consommer après son départ cette perte de la patrie. Son patriotisme doit l'acculer à faire un coup d'État. Ne le fait-il point, il manque à ses devoirs envers la patrie. Mais le fait-il, il fait en même temps la preuve que la violence et l'éclat révolutionnaire sont dans la logique absolue du régime plébiscitaire. Donc en fait, ce que Maurras suggère ici, et ce qu'on peut vérifier dans le cas du fascisme, c'est que finalement, l'ordre fasciste est artificiel puisqu'il est imposé de l'extérieur par un État, et surtout parce qu'il y a encore ce côté plébiscitaire qui est présent et qui peut rendre, à certains moments, la position du souverain précaire, alors qu'au monarchie, ce n'est pas le cas. Déjà parce qu'il n'y a pas de masse, et qu'il y a la présence de l'hérédité, qui donne une autre légitimité historique, on va dire, à la branche régnante. Je fais une petite parenthèse, il y a une autre légitimité qui est celle du tirage au sort, finalement. Parce que finalement, le roi, comme le disait Pierre Boutan, c'est le premier venu. Le roi, il est là parce que il est le fils de son père,
il n'a pas voulu devenir roi, on ne lui a pas posé la question, et on ne lui la pose pas, et il doit faire son travail de roi. Et en fait, finalement, c'est quasiment du tirage au sort, mais par un biais naturel. Pardon, je ferme la parenthèse. Donc, j'avais un petit paragraphe sur le catholicisme, alors très rapidement. Je vais vous citer Mussolini qui, en 1919, donc Mussolini vient du socialisme. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Il est toujours resté socialiste. Bah, d'ailleurs, il l'a dit aussi, le seul socialiste qui vit en Italie, c'est moi. Hitler aussi se disait socialiste. Oui, sauf que autant Hitler, il y a un côté très opportuniste quand il dit national-socialiste des travailleurs allemands. Bon, le socialisme n'est pas très orthodoxe par rapport aux internationales, la 3e internationale ou 4e internationale. Le socialiste national. Oui, c'est ça. C'est alors que du côté de Mussolini, il y a vraiment, il a été socialiste orthodoxe, il a été, il a beaucoup été inspiré par, oui, totalement socialiste, des gens qui habitaient en Bologne, en Romagne, c'est-à-dire une région très anticléricale. Exactement. Ses parents n'étaient pas mariés à l'Église. Hein. Lui-même, Mussolini, ne s'est marié qu'après 3 ou 4 vies maritales, chaque fois avec les marxistes. Donc c'est vraiment Mussolini, il a une vie de socialiste, il vit comme un marginal socialiste. Oui, tout à fait. Et justement, en 1919, il déclare « Nous qui détestons intimement tous les christianismes, aussi bien celui de Jésus que celui de Marx, nous gardons une extraordinaire sympathie pour cette reprise dans la vie moderne du culte païen de la force et de l'audace. » Voilà. Donc, alors qu'à l'inverse, dans l'Action française, on va louer et défendre l'héritage catholique français en tant que facteur d'ordre et en tant que de toute façon on est obligé de composer avec, puisque nos sensibilités sont encore très marquées par du catholicisme, même quand certains Français n'ont pas conscience d'être marqués par cet héritage. Alors, autre différence, et je vais terminer par cette différence-là, c'est dans les modes politiques, les modes d'action politique. Chez l'Action française, la doctrine prime sur l'action. Alors, non pas qu'elle prime dans l'absolu, c'est-à-dire qu'elle ne substitue pas à l'action, mais elle précède, dirige et oriente l'action. C'est le principe du politique d'abord. Voilà. Il faut avoir un programme politique, une doctrine, être formé et ensuite agir en fonction. Et donc, le cœur du militantisme d'AF, c'est la propagation de l'idée royale appuyée sur une doctrine pour préparer l'opinion au changement nécessaire, donc que ce soit un coup de force ou autre chose, mais en tout cas pour royaliser le pays, comme on dit. Mais on ne cherche pas à gagner la masse, on ne cherche pas à massifier le pays, et on ne cherche pas non plus à faire en sorte que 80% de la population devienne royaliste. Si on y arrive, tant mieux, mais ce n'est pas le but. Et surtout, dans le mode de militantisme, il y a une différence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer les camelots du roi aux chemises noires de Mussolini. Déjà parce que les chemises noires sont la milice politique d'un parti. Les camelots du roi sont un groupement, c'est une ligue, on appelle ça une ligue, mais c'est un groupement de militants qui certes n'hésitent pas à employer la violence et faire le coup de poing, mais pour mener des actions politiques précises et pas pour éliminer un adversaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun exemple de qui que ce soit qui se soit fait assassiner par les camelots du roi. En revanche, l'inverse est vrai. La matraque et l'huile de ricin des chemises noires, comme on disait. Voilà, exactement. Le fascisme, en revanche, oui. Il y avait un contexte de guerre civile, certes, mais puis même après la guerre civile, il y avait un côté répressif. Les camelots du roi n'avaient pas un aspect répressif, c'était des agitateurs. En face, il y avait aussi de la violence, donc ils s'adaptaient. Mais voilà, il n'y a pas de comparaison possible. Et surtout, c'était pas des fanatiques, quoi. Il y a aussi une très grosse différence, c'est qu'à l'AF, on ne fabrique pas de fanatiques. Toute tradition est critique, et donc tout militant doit avoir une démarche critique par rapport à la doctrine également. Sinon, ça amène à des dérives, et notamment à tout ce qui est loup solitaire, etc. Et surtout, il ne peut pas y avoir de parti, et là je vais citer Enquête sur la monarchie. Qu'il tarde ou qu'il approche, dites bien, dites partout que le roi de France ne saurait régner au nom d'un parti. Tout ce qui est national est nôtre, il l'a déclaré. Cela veut dire que tous les talents, tous les mérites, tous les dévouements seront, je ne dis pas seulement accueillis, mais recherchés, mais sollicités. Ils seront honorés et récompensés dignement. Il ne doit pas y avoir de parti royaliste. Le royalisme existe, comme il doit exister, à l'état d'opinion, à l'état de mouvement. Il ne saurait être un parti,
La raison en est simple, le roi de France ne peut être le roi d'un parti, il est ennemi des factions, il les déteste toutes comme autant d'obstacles à l'unité de la patrie. Voilà. Donc je vais terminer, j'ai un peu de temps, je vais terminer sur la question du néofascisme et de Casa Pound. Si on se penche sur le programme, on voit qu'il y a pas mal d'éléments qui les rattachent au fascisme historique. Bon, déjà parce qu'ils le revendiquent ouvertement, je veux dire, dans leurs références, il y a évidemment Benito Mussolini, Emilio Gentile, Oswald Mosley, donc, qui était un fasciste anglais, José Antonio Primo de Rivera, donc le phalangiste espagnol. Donc il y a une référence très nette au fascisme, donc c'est très clair. Après, on aurait pu se dire que dans le programme, il y a eu des atténuations, où il y a eu, on va dire, des modifications. Et en fait, on retrouve des éléments caractéristiques du fascisme avec lesquels nous sommes en contradiction. Dès le départ, le programme de Casa Pound appelle, je cite, à la création d'un État éthique, organique, inclusif, un guide spirituel et point de référence pour la... Éthique. Ouais. Éthique, organique, inclusif, guide spirituel et point de référence pour la communauté nationale. Donc là, on retrouve l'idée de guide spirituel, que l'État doit être un guide pour son peuple. Dans notre perspective, l'État n'a pas à avoir ce rôle-là, notamment du point de vue spirituel. En France, en plus, on a une tradition, on va dire, laïque dans le sens médiéval du terme, c'est-à-dire l'État ne doit pas se substituer à l'Église et l'Église ne doit pas se substituer à l'État non plus. Et surtout, il n'a pas vocation à travailler dans ce domaine-là, quoi. Et donc on retrouve chez Casa Pound l'idée que l'État a une fonction qui est plus que politique, mais également spirituelle. Il ne doit pas seulement servir la nation, mais la guider. Et les propositions de Casa Pound concernant l'éducation vont dans le même sens. Je cite, « Nous croyons que ce secteur, donc l'éducation nationale, doit être retiré des griffes de ceux qui ont des intérêts particuliers, économiques ou confessionnels. Il est de la responsabilité de l'État de garantir à tous les citoyens l'accès à une éducation qualifiée et qualifiante permettant un développement organique de la société. » Alors je fais une autre citation, et je commenterai après. « Toutes les mesures bureaucratiques ou sociales sont inutiles si l'État n'est pas capable d'impliquer son citoyen par une conscience spirituelle de sa culture et de son environnement. Par conséquent, la culture est l'arme contre la corruption et la forteresse contre la difformité. Culturellement, nous proposons la création d'un organisme culturel national qui coordonne l'ensemble de la production culturelle dans tous les secteurs liés à la culture. » Donc en fait, alors, je vous rassure tout de suite, l'idée d'une éducation nationale prise en charge par l'État, qui soit commune à l'ensemble de la société, n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pas ça qu'on va critiquer. Mais par exemple, Casa Pound veut lutter contre l'enseignement privé, contre l'enseignement confessionnel également. Puisque selon eux, c'est un enseignement qui est déviant par rapport au reste de la communauté nationale, qui va isoler une partie de la communauté nationale. Et accessoirement, il y a aussi une espèce d'hostilité au catholicisme qui est vue en Italie comme un complice de l'immigrationnisme. Ce qui peut, dans certains cas, malheureusement, se discuter et se justifier. Bon, ça c'est un autre problème. Donc dans tous les cas, il y a cette opposition à l'école libre, on va dire, qui est plutôt défendue par l'AF, ne serait-ce que pour une très bonne raison, et là je vais encore citer Maurras, c'est que l'État ne sait pas. L'État peut élaborer des programmes en s'appuyant sur ce que la science ou ce que la recherche a développé de plus récent et de plus fiable, mais il ne peut pas affirmer dans l'absolu que l'État sait. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait des enseignements divergents possibles dans l'État, enfin dans la société. Voilà. Et surtout, là, on voit encore que l'éducation nationale est vue comme une matrice de la nation, alors que techniquement, il faudrait se limiter à une instruction publique qui apprenne la base, qui est la base nécessaire. Et effectivement, la cohésion nationale passe aussi par un socle de connaissances communes, mais le faire rentrer au forceps, comme l'a fait la République avec le roman national, ça peut être une méthode, on va dire, à double tranchant, puisque il y a un moment où le roman national est forcément critiqué par l'histoire universitaire, parce qu'un roman est un historique par définition. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a aussi une idée qui est donc très présente chez Casa Pound et dans tous les mouvements d'inspiration plus ou moins fascistes, c'est l'internationalisme européen. Je cite, « Nous croyons dans une Europe forte et autarcique,
avec son propre commerce interne et politiquement réglementé. En bref, un État commercial confiné à l'échelle continentale. Le programme s'affirme également favorable, je cite, à une autarcie intégrée en Europe et à la création d'un commandement stratégique européen pour le développement d'une défense militaire européenne autonome vouée à se substituer à l'OTAN. Donc, en fait, là, il faut être très clair. Le problème, c'est pas de reconnaître qu'il y a une civilisation commune à l'ensemble des pays européens. Ça, il n'y a pas de souci. L'AF ne peut pas dire le contraire, puisque c'est une vérité. En revanche, il y a un problème dans cet internationalisme, c'est qu'il y aurait l'idée qu'il existe une internationale des nationalistes. Or, la réalité politique, en général, dément cette idée. Alors, c'est une idée qui est très répandue parce que la plupart des mouvements nationalistes en Europe n'ont pas le pouvoir. Donc forcément, comme on est tous dans une position, on va dire, assez similaire de lutte pour la défense de nos idées et de lutte pour la prise du pouvoir, on a l'impression qu'on est tous logés une même enseigne et qu'on a tous les mêmes intérêts, etc. Sauf que la réalité nous rattrape souvent. Il n'y a pas d'international des nationalistes, puisque, je vais prendre un exemple très récent, c'était l'année dernière. Il y a une coalition qui est arrivée au pouvoir en Autriche, avec notamment beaucoup de membres du FPÖ, donc des patriotes de droite assez durs. Première mesure faite par ce gouvernement, c'est en gros de provoquer une crise diplomatique avec l'Italie en annonçant le don d'un passeport autrichien aux Italiens germanophones qui vivent dans du Sud-Tyrol. Enfin, j'ai vu Trentin, Haut Adige, enfin bon, une région. C'est l'Alto Adige, en fait, oui. Le Trentin est italophone et l'Alto Adige voilà. est germanophone. Exactement. C'est un peu normal. Oui, mais Enfin, non, mais alors, c'est bien normal que les Autrichiens fassent ça. Alors oui, ça, Vous vous rendez compte que le Sud-Tyrol était un endroit qui était peuplé exclusivement de germanophones. Oui, mais tout à fait. Et on l'a annexé, l'Italie l'a annexé, sans aucune formalité, ni référendum, ni quoi que ce soit, et bien plus que ça. Voyant que dans toutes les municipalités, il n'y avait que des germanophones, qu'a fait le gouvernement italien, il a envoyé aux frais de l'État de très nombreux Siciliens, j'ai rien contre les Siciliens, j'aime beaucoup la Sicile, enfin pour faire pièce, écoutez, on comprend que les Autrichiens ne soient pas d'accord. Alors, j'ai absolument aucune opinion sur ce qui vient de se passer, c'est juste, enfin, sur la mesure des Autrichiens. C'est ce que dit Tisserand dans un article, etc. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est malvenu ce qu'a dit Tisserand. Parce que, en réalité, c'était pas du tout une attitude anti-européenne, c'est une attitude tout à fait normale. Il y a eu, si demain on faisait l'Europe et que les Allemands étaient encore l'Alsace, on ne dirait pas pour autant aller d'accord. Ah non, mais alors, je suis tout à fait d'accord. C'est juste pour montrer que des nationalistes autrichiens vont défendre les intérêts de l'Autriche. Et donc, directement, ils ne se sont pas dit non, mais on va respecter l'intégrité de l'État italien. Non, et en plus, ils sont appuyés sur des arguments européistes. Les Italiens n'ont pas dit non plus, écoutez, voilà. Mais tout à fait. Le Sud-Tyrol à l'Autriche. Je suis. Non, mais Non, il faut bien comprendre une chose. Mais j'ai répondu à Tisserand. D'accord. Je ne sais pas si vous avez vu sur la fédération. Non, mais j'ai pas vu. Mais en réalité, c'est pas parce qu'il y a des intérêts nationaux qui sont différents qu'il y aura pour autant un intérêt politique commun. Parce que je regrette, mais si demain, dans tous les pays d'Europe, il y avait des gens qui arrêtaient l'immigration, ça nous permettrait beaucoup plus facilement de mener une politique anti-immigration. Tout à fait. Et si partout en Europe, il y avait des mouvements nationalistes qui arrivent, y compris en Allemagne, croyez-moi, ce serait infiniment plus simple pour les Français de soutenir une politique anti-immigration. Quand Maurras écrit dans, je ne sais pas si vous avez lu un livre de Maurras qui s'appelle Dictateur et roi. Oui, c'est le premier que j'ai lu. Remarquable. Et peu connu aujourd'hui. Eh bien, dans ce livre, que dit Maurras? Il dit, il adresse une prière à Dieu en lui disant, Seigneur, donnez-nous un roi comme aux autres nations. Bon, et parce qu'il y avait en Europe, à l'époque, la monarchie était partout. Et remarquons une chose, c'est qu'après 1919, le nombre des monarchies a été divisé par 4 en Europe. Ça n'a pas été plus facile pour nous de rétablir la monarchie en France. Donc on n'est pas indépendant de la réalité internationale. Complètement. Et l'idéologie nous entoure, elle nous environne, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et si l'idéologie de la démocratie idéologique subit des défaites, même si elle est subie dans des pays qui sont nos ennemis, je vais plus loin, nos ennemis, c'est un bien
tout à fait. Alors moi ce que j'utilisais cet exemple en fait pour montrer que le fait d'être nationaliste n'empêche pas des intérêts divergents. Après, effectivement, il y a un intérêt européen et il est tout à fait envisageable de penser par un ensemble de traités bilatéraux, des coopérations européennes, et je pense que c'est même vital. Et effectivement, c'est pas plus mal qu'il y ait des gouvernements qui soient en tout cas assez proches de nos idées dans d'autres pays européens. C'était juste pour montrer que il y avait un certain romantisme internationaliste européen qui parfois se heurte à la réalité. Et bon, on est d'accord. C'était simplement. Il ne faut pas pousser ça trop loin. Ah non, mais de toute façon, la France n'a jamais été une île au milieu de l'Europe. Hein. Ça, elle peut pas de toute façon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait une campagne sur le Frexit, c'est que justement, on pense qu'une autre Europe est possible. Alors, dernier point, puis je vais m'arrêter là. On passera aux questions et la conclusion. Donc, Casapan est populiste, ce qui fait une différence avec nous, puisque nous pensons que le populisme n'est pas une fin en soi. C'est une réaction populaire qui parfois est irrationnelle, mais surtout qui est assez désordonnée. Et nous, notre but, c'est de tourner le populisme vers le nationalisme et pas de se contenter de ce qu'il est en tant que tel, puisqu'en général, ça va aussi avec la démagogie. Et donc, comme je l'ai dit, ça rentre en contradiction avec notre manière de concevoir la politique. Casapan, je finis là-dessus, est toujours corporatiste, sauf que, évidemment, dans le programme, il n'y a pas de grosses précisions sur la modalité de ce corporatisme-là, mais il y a toujours cette idée que il y a le travail est une valeur sur laquelle faire reposer la société. Voilà. Très rapidement, je vais conclure pour résumer ce qu'on a vu. Je vais commencer en citant Pierre Debray, qui dit « L'influence de Maurras a sans aucun doute empêché la fraction la plus courageuse de la jeunesse française de se lancer à corps perdu dans une désastreuse équipée, en lui révélant les conditions réelles de l'ordre et en lui montrant qu'un antiparlementarisme purement sentimental n'était qu'un attrape-nigaud, s'il ne s'accompagnait pas de la volonté de détruire le système démocratique sous toutes ses formes. Donc ça explique finalement la faiblesse historique du fascisme français. Le fascisme français, c'est un épiphénomène qui a été représenté par quelques mouvements ridicules d'un point de vue du nombre. Historiquement, ça n'a jamais existé. Oui, mais ça n'a jamais existé. Puis, voilà. Et surtout, ça c'est pas le moindre des paradoxes, ça a existé pendant l'occupation avec un soutien étranger. Ce qui pour même avant. Ah oui, le PPF, c'est pas uniquement pendant l'occupation. Non, mais en fait, la question, c'est pas seulement Maurras. Debray a tout à fait raison là-dessus. D'ailleurs, Debray a écrit sur le fascisme des trucs extraordinaires. Ah je me suis appuyé dessus. Qui sont vraiment remarquables. Mais en réalité, c'est très caractéristique de voir que l'Italie n'a jamais connu de tradition contre-révolutionnaire. Il n'y a pas de contre-révolution en Italie. Parce que l'Italie naît avec la révolution pour le coup. Parce que justement, la nation italienne unitaire vient avec une révolution jacobine. Non, mais même, il y avait des États, par exemple, je ne sais pas moi, le Naples, la Toscane, Parme, c'était des États qui, normalement, étaient traditionnels. Et donc, ces monarchies qui remontaient à très loin, elles auraient pu se traiter une doctrine pour combattre l'ennemi révolutionnaire. Elles ne l'ont pas fait. Les Italiens, semble-t-il, sont assez réfractaires à cette notion de contre-révolution. Et donc, ça remonte bien avant, alors que la France a une tradition contre-révolutionnaire, et cette tradition contre-révolutionnaire est toujours venue apporter le mur de ses définitions à une tentation fasciste. Mais Maurras le disait, mais Debray le disait à propos de Maurras, mais c'est même antérieur. Oui, il y a toute une... effectivement, je n'ai pas pu détailler toute la filiation de la pensée maurassienne et autres, mais effectivement, il y a toute une... la droite française est par définition non fasciste, parce qu'elle a vraiment cette marque contre-révolutionnaire de Demestre, de Bonald, le catholicisme social également, qui font que il n'y a pas de compatibilité possible. Il est clair en effet, donc pour finir, qu'une lecture des deux doctrines, dès lors qu'elle cherche à ne pas être superficielle, révèle des divergences fondamentales jusque dans les racines philosophiques respectives. Le nationalisme intégral est traditionnel, contre-révolutionnaire et d'inspiration classique. Le fascisme est révolutionnaire, d'inspiration socialiste et romantique. Pour nous, la nation est la plus haute des réalités politiques et l'État décentralisé est à son service, alors que pour le fascisme, la nation est l'outil de l'État total, vu comme une fin en soi.
Le nationalisme considère les corps intermédiaires comme des lieux de pouvoir disposant d'une vie propre. Le fascisme en fait des antichambres de l'État. Nous voulons en finir avec le règne des partis. Le fascisme instaure le règne d'un parti unique. Le nationalisme intégral défend l'anthropologie chrétienne traditionnelle. Le fascisme cherche à créer un homme nouveau. Il est donc malhonnête et contre-productif d'amalgamer nationalisme intégral et fascisme. Il était donc plus que jamais nécessaire, je pense, de rappeler ces fondamentaux à l'heure où le bien commun n'a jamais été autant sacrifié sur l'autel des idéologies modernes. Et voilà, si vous avez des questions, je suis tout oui.